Donc la première question, quelle est votre fonction actuelle et comment vous en êtes arrivé à ça? Pas cela. Donc ma fonction actuelle, c'est que je suis architecte, je suis architecte et urbaniste en fait, et en même temps donc professeur en TPC-AU P, puisque quand j'ai passé le concours, j'ai rajouté la notion AU. TPC-AU, c'était théorie et pratique de la conception architecturale urbaine, et moi j'ai rajouté paysagère, parce que c'était un des points forts de ma candidature. Donc, donc je fais cette fonction-là. Dans le passé, j'ai été directeur d'une école d'architecture, c'était l'école spéciale d'architecture pendant 4 ans. Avant cela, j'ai été titularisé au premier concours de recrutement en 1992. Et à l'époque, c'est la seule année d'ailleurs où on était classé, parce que le premier choisissait son poste, et puis après le deuxième, et puis ensuite de suite. Et je me suis classé premier, donc j'ai pu rester à Paris. Sinon, j'aurais été, peut-être, je serais à Marseille ou ailleurs. Donc, et ça, c'était en 1992. Donc, je suis titulaire depuis 93, puisqu'on a un an de préparation. Et je suis prof depuis 2003. Et en 2003, j'ai gagné le concours de prof et le concours de directeur de l'école spéciale. C'était un concours à l'époque, ce qui a été la seule fois dans son histoire. Et donc, avant ça, j'ai été architecte, enfin j'ai été architecte pendant toutes ces années-là, hein, mais avant ça, je suis diplômé en 81, et donc mes dates de diplôme, c'est en décembre 80, décembre 1980, j'ai passé un doctorat en littérature sur l'espace, dans le nouveau roman. Et puis, en mars 81, c'est-à-dire 4 mois plus tard, j'ai soutenu mon diplôme. J'ai passé mon diplôme d'architecte des PLG. Et avec Henri Siriani, Michel Corajou, Jean-Pierre Buffy, Yves Lion. C'était plutôt des architectes en fait. Et donc, après ça, j'ai tout de suite construit, j'ai gagné des concours. J'ai eu des prix au concours international du Parc de la Villette. Après, j'ai eu un prix à la Bibliothèque d'Alexandrie. Et puis j'ai été sélectionné à la première biennale d'architecture de Venise, sous la direction d'Aldo Rossi. Donc ça, je suis lauréat du programme Architecture Nouvelle. J'ai été 2 fois lauréat, en 82 et 84. Et puis ça m'a amené à faire beaucoup de projets. J'ai fait beaucoup de projets, beaucoup de concours, et j'en ai gagné quand même quelques-uns. C'est-à-dire le concours international du... enfin non, c'était plutôt un concours national celui-là. Un concours national d'usineur Saint-Silor à Fos-sur-Mer. Il y avait beaucoup de candidats. Et donc je suis arrivé premier, j'ai construit ce projet-là avec 3 bâtiments. Et puis une sorte de parc avec parc de stationnement, etc. Puis plus un jardin. Puis après, j'ai gagné des concours dans le milieu industriel, à Dunkerque, un autre dans l'Est. J'ai gagné une bibliothèque, concours public, à Guéret, dans la Creuse. Un gymnase en Lorraine, et j'oublie certainement des choses. Oui, j'ai été aussi primé, j'ai gagné le concours de la Cité des Cartes, et Cité des Cartes à Marne-la-Vallée, et c'est mon projet qui a servi à faire le plan de la Cité des Cartes, là où il y a
l'école d'architecture de Bernard Tchoumi, puis un certain nombre d'autres bâtiments, de Dominique Perrault, par exemple. J'oublie certainement de choses. J'ai fait beaucoup de concours, j'en ai perdu beaucoup aussi. Et donc, comment je suis venu à l'enseignement? Je suis venu à l'enseignement alors assez vite, puisque c'est Francis Solaire qui m'a demandé en 87 de le rejoindre pour enseigner à Paris-Tolbiac. Et à ce moment-là, j'ai été enseignant vacataire pendant 4 ou 5 ans, puis après donc titulaire en 92, la première année des concours. Donc voilà à peu près mon parcours et ma fonction actuelle, c'est donc professeur. J'ai le grade de professeur, donc j'avais été responsable des domaines d'études à un moment donné, même dans plusieurs domaines d'études. Et puis là, dernièrement, dans les nouveaux domaines d'études, j'étais co-responsable avec Simon Rodriguez. Et puis là, maintenant, comme je vais bientôt partir à la retraite, je me suis un peu écarté. Voilà. Après, avez-vous participé à plusieurs jurys de concours? Là, pas forcément en tant que candidat, mais plutôt dans le jury. Et oui. Quel type Alors, de concours? des concours comme candidat, oui, j'ai participé. Comme je l'ai dit, j'en ai même fait pas mal. Mais comme j'ai organisé des concours, enfin, j'ai participé à l'organisation des concours, et notamment dans les concours Europan. J'ai été sollicité, j'avais fait Europan 1, j'avais été remarqué au Europan 1. Et puis, on m'a demandé de venir dans les jurys à partir d'Europan 2. Et puis là, j'ai d'abord participé du jury Europan 2, d'abord comme suppléant de Christian de Porzampar. Et puis, comme il n'est pas venu, c'est moi qui ai siégé. Et donc, suite à ça, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur Europan, mais pas du côté des jurys, enfin tout du moins du côté des jurys, mais du côté d'une commission technique. On m'a demandé d'abord de faire, j'ai eu 4 contrats de recherche sur Europan. On a commencé par me solliciter comme ça, de participer à un jury, d'analyser tous les projets français, puis après j'ai continué pendant 4 sessions, comme ça. J'ai été expert, à un moment donné, il nommait des experts par pays pour le grand jury européen, et j'ai été expert européen. Donc, on a organisé un grand colloque à Rotterdam. Et donc, j'ai participé à des concours européens. J'ai participé aussi à des concours. J'ai été nommé par l'Ordre des architectes pour participer à des concours en Île-de-France, concours plutôt de municipaux à Versailles, à Créteil, et puis dans pas mal d'autres endroits. Et puis j'ai aussi été appelé sur les concours de la région Île-de-France pour les équipements scolaires. Concours d'école, concours de centres universitaires, etc. Et ça, je l'ai fait de nombreuses fois, en fait. Donc, voilà pour mes participations à des... Donc c'était plutôt des équipements que du logement? C'était des équipements. Du logement... Du logement, j'ai jamais vraiment participé à des jurys de logement, en fait. Non, c'est vrai. C'est pratiquement que des équipements, en effet. On passe ensuite à la question suivante. Alors, qu'est-ce que les gens regardent en priorité dans un dossier de concours? Alors, vous voulez parler... Quel type de documents? Qu'est-ce que les gens regardent en priorité dans un dossier de concours? Disons, ça dépend ce qui est demandé aux concurrents. Parce que, d'une part, aujourd'hui, en général, on demande un certain nombre de documents graphiques, y compris des nouvelles pièces qui font partie maintenant des documents contractuels
comme des documents paysages, etc. Donc on leur demande des planches, et puis on leur demande aussi une plaquette d'explication de leur projet. En même temps, on leur demande de justifier un certain nombre de choses qui sont précisées dans le programme, notamment le programme de la construction, les relations avec le contexte, s'il y a des règlements. Enfin, vous voyez, il y a tout un aspect réglementaire à examiner, en fait. Donc, et on essaie de comprendre quelle est la conception des candidats. Donc là, c'est Alors, plutôt des pièces écrites, la plaquette explicative. Qu'est-ce que les gens regardent en priorité dans un dossier de concours? Là, vous voulez parler... parce que les gens qui regardent un jury de concours, ils sont de deux sortes, en fait. La première sorte, c'est une commission technique. Et eux, ils vérifient que les prestations demandées sont bien là. Et d'autre part, et s'il y a des pièces en trop, ils les suppriment, etc. Parce que pour que les candidats... Enfin, c'est nouveau, hein, parce qu'avant, on pouvait interpréter un peu librement, mais depuis, ça s'est un peu raidi, c'est très, très formalisé, pour éviter les débordements. Enfin. Et donc, la commission technique, elle a pour but de vérifier la validité des documents, et même des documents concernant les candidats. Par exemple, si vous construisez un groupe scolaire, souvent il est demandé d'en avoir construit 3 dans les 5 dernières années. Vous voyez. Donc ça écarte beaucoup d'architectes, notamment les jeunes, parce qu'ils n'ont pas forcément trois réalisations de groupes scolaires. Bon, on a une marge de tolérance et parfois on dit on en prend 4, puis on en prend un jeune pour... lui laisser une chance et puis lui faire au moins une référence. Bon. Donc on regarde les documents contractuels, inscription à l'ordre des architectes, etc. On demande aussi à vérifier les pièces remises par le candidat, notamment s'il a bien respecté le programme, s'il est bien correct sur tout ce qui est règlement urbain. Limites séparatives, construction, hauteur des constructions, enfin, etc. Et donc, on lui demande ça, puis après, on essaie de comprendre la qualité de la construction, parce qu'en général, dans les sujets, maintenant, il y a un certain nombre de critères. Et les critères font partie de l'analyse de la commission technique, qui commence à regarder en disant ça n'est pas respecté, ça c'est respecté, etc. Après, les projets sont soumis au jury, s'ils sont conformes, parce que s'ils ne sont pas conformes, la commission technique les exclut. Si le jury insiste pour les réinsérer, ça se discute au niveau du jury, qui est souverain. Mais il y a une procédure comme ça assez rigoureuse. Il y a une sorte d'écrémage en fait avant le jury en lui-même. Non, c'est pas un écrémage, hein, c'est une analyse. Hein. On peut pas dire que c'est le jury qui est souverain. C'est lui qui dit ça on écarte, etc. Après il y a alors sur les concours restreints, c'est-à-dire quand on a par exemple 100 dossiers et qu'on retient 5 candidats, ça s'appelle un concours restreint. Là, on est très très vigilant au respect des éléments du programme en fait, parce qu'il il arrive qu'il y ait des architectes quand même qui trichent, qui se sont aperçus qu'ils ont fait des bâtiments où les surfaces sont trop grandes, qui les réduisent à la photocopieuse, et des fois il faut même vérifier des choses comme ça. À part cette vérification-là de conformité, donc la commission technique évalue les critères, en plus et en moins, libre au jury après de dire que c'est important ou pas. Ça se discute au moment du jury. Voilà.
et qu'est-ce que les gens regardent en priorité dans un dossier de concours. Donc c'est ça. Alors la commission technique, elle, regarde si c'est valable, et puis le jury, lui, il choisit le projet, hein, tout simplement. Hein. Donc s'il y a 5 candidats, il en prend, il les regarde, et puis en 1 heure ou 2, on sait qui est le lauréat. Ça va assez vite. Hein. Bon, par contre, pour les jurys ouverts, comme Europan par exemple, c'est ouvert, mais en même temps avec des critères. Hein. Il faut avoir moins de 40 ans, il faut être inscrit à l'ordre, il faut être architecte et inscrit dans un ordre d'architecte de son pays, donc être un professionnel. C'est pas ouvert aux étudiants. S'il y a des étudiants, ils font partie d'équipes constituées avec des architectes qui sont inscrits, etc. Donc, une fois qu'on a vérifié ça, si à Europan, moi, il m'est arrivé d'avoir à évaluer le plus, je crois, c'était quel concours où il y avait 700 propositions. Et donc là, c'est un énorme boulot. Donc ça peut durer 1 mois ou 2. Donc on examine les documents, on fait des critères, on fait des présélections, etc. Donc on fait des classes, on fait des catégories, parce qu'il y a des projets. Plus il y a des projets nombreux, plus il y a de projets insatisfaisants, parce qu'il y en a qui font ça au dernier moment, ils ont une idée, ils la achètent sur le papier, ça tient pas debout, etc. Donc ça va vite, quoi. Donc en général, on fait des classes ABCD, et puis on présente au jury, par exemple, les A, les B, éventuellement les C. Mais on laisse tomber, on laisse tomber les D ou les E. Même des fois, c'est arrivé là sur les concours où il y avait plusieurs centaines de candidats. Il y avait 5 catégories, A, B, C, D, E. Et le jury ne demandait même pas à les regarder, parce qu'il peut demander à les revoir. Hein. Et donc parfois les membres du jury demandent de revoir certains dossiers parce que ils connaissent le candidat, tout simplement, et puis ils veulent le repêcher, ce genre de choses. Mais sinon, il y a toute une procédure en fonction du concours. Concours restreint, c'est plus facile parce que ça peut être très long. Hein. Là, j'ai été rapporteur d'un jury au Luxembourg, là, de ArcelorMittal, siège mondial d'ArcelorMittal au Luxembourg, présidé par le fils Monsieur Mittal, qui dirigera ce siège mondial du groupe. Et là, il y avait des candidats, il y avait une vingtaine de candidats, oui, donc dont Rem Koolhaas, Loma, Foster, Tchoumi, Fuchsas, Wilmot, etc., des Allemands, des Américains, etc. Et puis finalement c'est. C'était du haut niveau, ça. Comment ? C'était du concours de haut niveau, ça. Oui, c'était le top niveau, ça. C'est le dernier que j'ai fait récemment, là, il y a 1 an, il y a 2 ans. Et donc là, c'est Wilmot qui a gagné et qui va construire le siège, et c'est Koolhaas qui est arrivé 2e, voilà, et Foster 3e. Donc, et là, dans ces cas-là, bon, c'est plus du tout le même problème, parce que là, on a affaire à des professionnels de très très haut niveau. Donc là, les prestations sont à un niveau incommensurable par rapport à tous les autres concours qu'on peut voir. Donc voilà. Donc ça dépend en fait des concours. Alors ensuite, quel mode de représentation vous préférez et pourquoi ? Qu'est-ce qui traduit le meilleur projet ? Moi, comme j'ai vu j'ai fait des jurys de concours où il y avait des centaines de projets. Au bout d'un certain temps, on s'aperçoit assez vite que on décèle très vite, même dans un grand nombre, les projets qui seront au bout. Et, ça m'est arrivé sur un concours, j'ai dit celui-là il sera lauréat. Et alors que j'étais pas au jury, hein, j'étais dans la commission technique, et pratiquement en le voyant. Et donc, c'est avéré vrai, il a été lauréat.
On se rend compte assez vite de la qualité d'un projet. Bon. Même avec les critères les plus subjectifs, hein. Tout ça apparaît. Il y a une analyse synthétique qui est quasi immédiate, quand on a l'habitude. Et les images que l'on retient, les images les plus frappantes, c'est les perspectives. Enfin, c'est-à-dire, maintenant, on fait les images de synthèse, tout ça, et ça, c'est des documents synthétiques. C'est des documents synthétiques qui donnent tout de suite une image du projet et qui permet tout de suite de comprendre si c'est intéressant, si c'est pas intéressant. Alors, en général, il faut au moins 2 perspectives. Il en faut une extérieure et une intérieure. Si on n'a pas la perspective intérieure, on peut se tromper. Moi, c'est les perspectives, en tout cas, ça c'est sûr. Et puis après, disons, l'impression d'ensemble, c'est-à-dire la démarche, la qualité des documents, les titres, les idées qui sont défendues, etc. Donc, ça paraît compliqué comme ça. Quand on a l'habitude, ça va vite. Je vous assure, ça va très très vite. Ah oui, c'est quelque chose. Donc, quel mode de représentation préférez-vous? C'est forcément des représentations volumétriques. Et en général, il est rare qu'on demande des maquettes dans des jurys de concours. Ça arrive, hein. Par exemple, le concours d'ArcelorMittal dont je vous parlais, là, on a demandé des maquettes. Pas dans la première phase. Attendez, est-ce qu'on a demandé des maquettes d'ailleurs? J'ai un doute là. Non, on n'a pas demandé de maquette. Et c'est Rem Koolhaas qui a apporté une maquette, alors que c'était pas permis. Et donc, mais on l'a quand même regardée parce qu'elle était vraiment, vraiment intéressante. Mais on a dit qu'on n'en tiendrait pas compte pour le jury. Bon, donc ça dépend des concours, hein, le mode de représentation. Parce qu'il y a même des concours, alors je crois que maintenant on évite de faire ça, mais il y avait parfois des concours qui se faisaient sans projet. Vous voyez, vous invitez par exemple 10 personnes, et puis vous trouvez, moi ça m'est arrivé une fois comme ça, vous trouvez autour d'une table, vous avez le jury, et vous savez le projet, etc. Puis vous asseyez, puis vous expliquez comment vous allez prendre le projet, et on vous pose des questions. Puis après on dit, tiens, on retient... Des en intentions général, plus qu'un projet fini. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est pas un projet fini puisqu'il n'a même pas commencé, on pourrait dire. Mais en même temps, c'est sur des intentions. Et donc, ça, en général, c'est pour certains concours où on ne sait pas il y a des dossiers de candidature qui sont intéressants, et puis on se dit, bon, il faudrait qu'on en retienne 5, et on invite 10 personnes. Quand j'ai gagné le concours de Fos-sur-Mer, où il y avait beaucoup de candidats, le jury, il s'est tenu en 5 phases. Oui. Mais c'est des phases où j'étais pas, hein, forcément. Ils avaient 100 et quelques projets. Bon. Ils en ont retenu 50. Après, ils en ont retenu 25. Après, ils en ont retenu 15. Après, ils en ont retenu 10. Après, ils en ont retenu 5. Et là, on a soutenu un oral. Et avec moi, il y avait les autres candidats. Il y avait Ricciotti, il y avait l'autre architecte là, qui construit beaucoup en métal, qui est très connu, mais son nom échappe tout d'un coup, puis qui est très connu. Donc j'avais gagné contre eux à l'époque. Donc voilà, en fait, ça dépend de la procédure. Trouvez-vous que la maquette soit un mode de représentation important? Oui, mais si c'est pour les concours, il y a des concours où on demande des maquettes. Donc on a un socle, comme ça, et puis on demande une maquette qui est normalisée.
blanche, en précisant exactement la découpe dans laquelle ça va rentrer. Et la maquette doit uniquement s'intégrer. Bon. Ça arrive qu'il y ait des concours comme ça. Il y a des concours où on interdit les maquettes. La maquette, c'est vrai que ça aide énormément à comprendre, quand on est architecte surtout, et même quand on n'est pas architecte, parce que il y a des personnes qui ne sont pas architectes qui sont dans les jurys, on s'aperçoit que il y a des choses qu'il ne voit pas dans l'espace. Alors qu'un architecte qui a l'habitude, quand il voit un plan, il comprend un certain nombre de choses. Quand il associe une coupe, il comprend encore autre chose. Il y a des personnes qui ont une vision séparée des documents, donc qui mettent pas en rapport un plan et une coupe, etc. Bon. Mais c'est normal, hein, c'est pas des professionnels. Je demande ça parce que j'avais vu un exemple, c'était un concours où ils avaient interdit l'image et ils avaient demandé des maquettes blanches à tous les candidats. Oui, mais ça. Après, il y a un règlement du concours, il faut surtout le respecter parce que on peut se faire sortir parce qu'on ne respecte pas le règlement. Hein. Donc, bon, voilà. Après, on passe aux images de synthèse. Alors, est-ce que vous trouvez, pour le coup, que les images de synthèse qui ont beaucoup évolué dernièrement, elles soient importantes dans la représentation en concours? Bien évidemment. Bon, moi, j'ai participé à les images de synthèse en architecture. On peut dire qu'elles ont une date très précise. C'est le concours du Lingotto. Vous l'écrivez comment? À Turin, Lingotto, L-I-N-G-O-T-O, le lingot. C'est un grand bâtiment des années 20, construit par Fiat pour ses usines, à Turin, et qui a été désaffecté dans les années 70, etc. Et donc, la ville a lancé un très grand concours international, avec 20 stars, piano, Sterling, plein de gens comme ça. Et c'est Renzo Piano qui a gagné et qui a construit le projet. Et c'est la première fois que des images de synthèse étaient utilisées dans une compétition parce qu'on avait sollicité les concepteurs du logiciel CATIA, logiciel mis au point par des Français pour les usines Dassault, pour modéliser les comportements des pièces des avions, notamment supersoniques, et de considérer leur déformation. Et ce logiciel, on s'est aperçu que c'était que quand on réalisait par exemple le volume d'un pneu, on faisait une architecture. Et donc le concepteur de ce logiciel, qui s'appelle Hunter Steller, qui était un prof qui a enseigné à l'école de la Villette, a mis au point donc ce mode de figuration en pensant que ça pouvait être utilisé à l'architecture. Donc, pour le concours du Lingotto, Dassault Systèmes avait été sollicité pour que leur équipe de conception réalise les images de synthèse des propositions. Ils avaient fait un truc qui aujourd'hui paraît très bien rudimentaire, mais ils avaient réalisé une modélisation 4D, avec le temps, de l'usine principale, un très grand bâtiment qui doit faire 1 kilomètre de long, etc., avec une piste automobile sur le toit. Donc, ils avaient modélisé ça dans le paysage de Turin, qui est le paysage des Alpes, en fait, des massifs alpins. Et donc, ils avaient modélisé ça, puis ils tournaient autour, comme en hélicoptère, pour que les gens puissent voir l'importance de l'inscription du bâtiment dans le paysage, dans la ville, dans le paysage, dans la montagne, etc. Et parce que, disons, il y avait des éléments de programme très très importants en quantité, en forme, etc. Et donc c'est Renzo Piano qui a gagné ça. C'était le premier concours. Et
moi, à ce moment-là, j'écrivais dans Technique et Architecture. On m'avait demandé d'en rendre compte dans la revue. Je connaissais rien à l'informatique. Et puis, à la même époque, je travaillais sur des concours, et j'ai gagné un concours à Fos-sur-Mer. Et à ce moment-là, j'ai été sollicité par un fabricant de logiciels, Advent, qui a fait le logiciel Zoom, comme il avait vu que j'avais gagné ce concours, il m'avait dit on va vous installer le truc gratuitement pour que vous représentiez votre projet. Nous, on avait fait une maquette, je me souviens, on avait fait une maquette qui était grande comme ça, bricolée, et on l'avait photographiée, et il y a un membre du jury qui a dit moi j'adore leur image de synthèse. En fait, c'était une photo de maquette trafiquée. Bon. Et donc, on m'avait dit ça. Après, ça m'a fait bien rigoler. Et puis à ce moment-là, on me demande d'installer le logiciel. Et je construis le premier bâtiment, un bâtiment qui est trapézoïdal, légèrement incliné. Et on avait réalisé une maquette d'études. Bon. Donc, en maquette d'études, ça marchait. Et on a dessiné des perspectives à la main, comme ça. Ouais, on a dessiné. Non, avec le logiciel Advent, on avait dessiné des perspectives à la main. Mais avec le logiciel d'Advent, Zoom, on a réalisé une perspective d'essai. Parce qu'on se demandait, mais est-ce que c'est efficace? Et donc, étant donné qu'on avait construit le bâtiment, j'avais fait photographier le bâtiment. Ouais. Et avec ce logiciel-là, on pouvait calculer les angles, reprendre des angles d'appareil photographique pour les faire dans les angles de l'image, alors que dans les logiciels, maintenant, c'est un peu stéréotypé, quoi. Mais à l'époque, on choisissait les angles. Et donc, on avait fait photographier par un photographe professionnel une très belle photo de ce bâtiment incliné, comme ça, dans le paysage. Et puis, après, un étudiant, parce que moi j'ai jamais travaillé vraiment là-dessus, qui était vraiment très fort sur ces logiciels, il est venu, c'est un de mes étudiants vietnamiens, et il est venu, et puis je lui ai demandé est-ce que vous êtes capable de me représenter, je lui avais donné tous les plans, etc., de me représenter, de me modéliser le bâtiment en image de synthèse. C'était bluffant le résultat, parce que nous, on avait la photo et on avait l'image de synthèse, c'était identique. Et identique, strictement. C'est-à-dire, on regardait et puis on se disait, mince. Bon, donc là, moi, tout d'un coup, je me suis dit, parce que comme nous, on était arrivés à l'image photographiée à la fin du processus de réalisation, moi, j'ai compris qu'il y avait un énorme problème. Parce que quand on fait des images de synthèse dans un projet, on ne peut pas avoir l'idée très précise du bâtiment final tel qu'il sera. Parce que nous, le bâtiment, par exemple, au moment du concours, moi j'avais gagné sur une maquette comme ça, mais après, quand on a construit, le programme, il a doublé. Donc le bâtiment, il était 2 fois plus gros. Donc, on ne peut pas se dire on va faire une image de synthèse du bâtiment final si on n'est pas à peu près sûr. Et ça, pour moi, ça a été un des problèmes des images de synthèse. C'est-à-dire arriver à faire... Parce que après, quand les gens voient l'image, ils se disent c'est comme ça. Voilà. Et ils se disent pas c'est une image, mais ça sera différent. Oui. Et alors ça arrive aussi que des maîtres d'ouvrage, ça arrive quand j'étais dans les jurys là, des groupes scolaires là, de l'Île-de-France, les membres du jury, souvent ils disaient ah ouais mais on en a marre hein, parce que on a pris un projet, il y a un monsieur qui racontait ça, on a pris un projet qu'on avait retenu sur une image, eh ben, quand vous le voyez le bâtiment à la fin, ça ressemble pas. Oui. Voilà. Alors c'était caricatural si vous voulez, mais quand même ça fait bien état de la question. Les gens ils pensent que c'est contractuel comme image et que ça sera exactement. Oui, et puis les concepteurs, c'est-à-dire les étudiants notamment en architecture,
ils croient que quand ils ont fait leurs images de synthèse, c'est fini, quoi, le truc. Ouais. Bah oui, mais c'est quand même la plupart. Mais c'est normal, hein, vous êtes dans les écoles, vous pouvez pas savoir comment ça se passe dans la profession et dans la vie professionnelle, en fait. Ça se passe pas comme ça. Ça, c'était quand même un des problèmes des images de synthèse. Je sais pas si... parce que là, je prends beaucoup de temps. Hein. Oh, c'est pas grave. Si vous avez le temps, moi je l'ai aussi. Donc là, est-ce que c'est un mode de représentation important? Je dirais très important et en plus incontournable. Ouais. Donc maintenant, ça fait partie de nos outils, quoi. Alors maintenant, on pourrait aller beaucoup plus loin parce qu'il y a des outils. Nous, les outils qu'on utilise en architecture, d'une manière générale, correspondent à l'architecture que nous fabriquons. La critique que je ferai, et c'est pas seulement à la représentation, mais c'est aussi à l'architecture, c'est que du coup, toutes nos architectures aujourd'hui sont très stéréotypées. Tout se ressemble. Et il y a beaucoup de projets qui sont d'un intérêt très médiocre en fait. Ça manque de. On se demande même si aujourd'hui Le Corbusier, s'il venait aujourd'hui, s'il aurait la moindre chance. Oui. Parce que il a été tellement loin dans l'innovation, y compris même inattendue, comme la chapelle de Ronchamp ou le pavillon Philips, où il sortait complètement des clous. Donc on peut se demander ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de stéréotypage de l'architecture par le fait que on reproduit tout simplement à quelques différences près, évidemment. Il y a des différences entre un bâtiment d'Alto ou d'un architecte d'Alto avec un architecte comme Philippe Cazot ou Stéphane Maupin. C'est pour parler des gens de notre école. Donc oui, il y a des différences même très notoires. Mais une fois ça dit, on manque un peu de projets qui sortent de l'ordinaire. Ouais, je le dirais gentiment comme ça. Voilà. Après, je sais pas. Alors, auprès de qui les images de synthèse sont-elles influentes selon vous dans le cadre d'un jury? Qui ça va peut-être plus impacter? Ça, elles sont influentes auprès de tout le monde. Hein. C'est-à-dire, alors les architectes s'y laissent moins prendre. Parce qu'ils savent très bien que si on n'a pas regardé les plans, moi les documents que je trouve principaux, c'est pas tellement les images de synthèse en fait, c'est les coupes. Et pour moi, on sait si on a affaire à un très bon projet et un très bon architecte quand on regarde une coupe. Et notamment après, si la coupe nous apporte vraiment quelque chose de nouveau en quelque sorte. Et qu'elle nous apporte surtout une très grande richesse spatiale et non pas une simple reproduction d'espaces identiques, un peu ordonnés. Donc les coupes c'est beaucoup plus important selon moi que les perspectives. Mais auprès de qui les images sont-elles influentes? Elles influencent évidemment tout le monde pour des bonnes raisons. C'est que d'une part, ça représente un volume, et cette bonne raison est également une très mauvaise raison, puisque ça ressemble à des bâtiments. Et donc, quand on fait de l'architecture, on fait des coupes, on fait des plans, on fait des détails, et ça, c'est des choses qui peuvent être regardées en détail, mais qui, dans une vue synthétique, puisqu'on parle des images de synthèse, échappent, en fait. Ouais, on se livre une impression. Ouais, c'est une ambiance plus générale que quelque chose de... Oui, et puis il y a même des images qui vous frappent. Ouais, je me souviens de Franck Guéry, oui, quand il y avait eu un concours à Nîmes. Moi, j'étais simplement pour la presse, là, mais
Et je me souviens du projet qu'avait fait Franck Guéry, c'était à Nîmes, donc la maison, c'est le projet qu'a gagné Norman Foster du Carré d'Art. Et Franck Guéry avait réalisé, en hommage à la tour Magne, c'est une grande tour du centre de Nîmes qui se voit de partout, à 20 km à la ronde, il avait fait un hommage à ça, mais comme il n'avait pas les images de synthèse, il ne travaillait pas à l'époque avec Katia. Bon. Il avait fait une maquette en Cadapac. C'était tellement horrible qu'il a été classé dernier du concours. Et ça s'est discuté entre, entre Norman Foster et Jean Nouvel, qui avait fait un projet presque disparaissant, qui était complètement en sous-sol, un peu comme l'IRCAM, si vous voulez. C'est une plaque au niveau de la place, et puis tout le bâtiment était en dessous. Donc, je disais ça pourquoi, pardon, j'ai un peu perdu le fil. Pour qui les images sont-elles influentes? Ah oui, les images, bon, elles sont influentes pour tous les membres du jury, ça c'est sûr. Elles sont influentes pour le public, quand on présente un projet. Là, c'est vrai que c'est pas comme un concours, on désigne un concepteur, si vous voulez. Quand on présente l'intérêt d'un projet pour dire qu'on va transformer telle rue de cette manière, ou que l'impact de ce bâtiment dans la rue va être comme ceci, ou la présence d'un parc dans un nouveau quartier va être comme cela, etc. Là, les images de synthèse nous permettent de comprendre, d'imaginer très vite, parce que ça fait réel, quoi. Ça fait réel et les gens y comprennent ça. Alors, quand on a l'habitude de lire des images, on s'aperçoit que dans ces vues préparatoires, il y a souvent des choses escamotées. Ouais. Il y a des choses qu'on ne représente pas avantageusement. On ne présente pas... on présente une rangée d'arbres, ça m'est arrivé là, dans un truc là, auquel j'ai participé il n'y a pas très longtemps. On voit une rangée d'arbres superbe, on oublie de mettre les voitures, puisqu'ils ont considéré qu'ils allaient en faire un parking, en fait. Et donc ça change tout. Et si vous imaginez les voitures entre les arbres, c'est... bon. Donc, et moi qui avais l'habitude de voir, montre, en fait. de voir les images, et d'interpréter ce que ça voulait dire, j'ai dit, mais attendez, cette image, elle est fausse, hein, parce qu'il faut imaginer ici, et là, les architectes qui étaient là étaient un peu gênés, quoi, parce que eux, ils savaient qu'ils avaient escamoté les voitures volontairement pour pas faire peur aux habitants, comme quoi ils auraient un parking sous la fenêtre et pas des arbres, en fait. Donc voilà. Donc elles sont très influentes, en effet. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre expérience des concours où l'image, elle a vraiment été déterminante et le concours s'est joué sur l'image? Quand vous parlez de l'image, c'est l'image... De synthèse. L'image de synthèse, oui. L'image de synthèse. En ce qui me concerne, je crois pas, non. Quoique si, quand même, parce que... attendez, quand j'ai été... Non, j'avais pas d'image de synthèse. J'ai fait les perspectives à la main. Quand j'étais primé à la bibliothèque d'Alexandrie, j'ai eu un prix à la bibliothèque d'Alexandrie. Et les perspectives, je les avais montées à la main, en fait. Il y avait quelqu'un qui faisait des perces chez nous, des images de synthèse, mais il s'en sortait pas, en fait. Et donc, moi, j'ai pris une semaine et j'ai fait une grande perspective, en fait. J'ai fait qu'une seule grande perspective. Et c'est dommage parce que je pense que si j'avais eu le temps d'en faire plus, j'aurais peut-être été, parce que j'étais quand même bien classé, quoi. Donc, mais bon, ça fait partie. Non, je pense pas, moi. Je crois qu'aujourd'hui... Ça peut pas permettre de départager vraiment de projets. Pas en ce qui me concerne, parce que moi, les concours que j'ai faits, les plus importants, c'était
quand même avant, et avant les images de synthèse. Mais c'est pas tout à fait vrai. Mais comme on demande d'autres documents, oui, en général, ça joue pas forcément tant que ça. Là où c'est déterminant, et ça je m'en aperçois comme pas pour moi comme architecte, mais comme membre du jury, si vous voulez, dans les concours Île-de-France, là où les concours des villes, j'en ai fait un à Versailles, Créteil, tout ça. Là, les images de synthèse, c'est très déterminant parce que les maires, par exemple, ou les élus, ou les représentants des populations, eux, ils voient ces espaces, ils vivent dedans, ils les connaissent et même, on pourrait dire, dans leurs moindres détails. Donc, quand on fait des perspectives et quand on fait des images de synthèse, là, ça leur parle. Ouais. Et là, je suis plus vraiment un défenseur des images de synthèse parce que je crois que ça aide vraiment à la compréhension. Ouais, dans ce cas-là, ils veulent vraiment comprendre et c'est ce qui leur parle le plus comme document. C'est exactement ça, oui. Alors, quel conseil vous pourriez donner à un jeune architecte justement par rapport à l'usage des images de synthèse? D'abord, premier conseil, mais ça, ah non, vous n'étiez pas avec moi en projet de S9. Non. Donc, oui, moi, ce que je demande aux étudiants, je demande deux images, deux perspectives, avec deux points de vue différents, un point de vue extérieur, un point de vue intérieur. J'en demande deux, hein, en expliquant bien que c'est pas parce qu'on a toutes les données sur informatique qu'on va sortir 15 perses. Et l'exemple qu'on a, c'est que l'exemple que j'ai, c'est que quand on a des étudiants qui font ça, en général, non seulement dans les 15 images, la plupart Elles sont pas trop travaillées, elles montrent rien. ne servent pas le projet, voire même le desservent, et d'autre part, bien plus grave, c'est que les concepteurs n'ont pas compris une chose, une seule, c'est que quand ils conçoivent, ils ont un point de vue. Et quand je dis le point de vue, c'est pas simplement qu'ils ont une opinion. Ça veut dire qu'ils regardent ce projet d'un point de vue. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a plein de points de vue. On tourne autour des bâtiments, on les voit de partout, etc. Les tours, on les voit à 10 km à la ronde, etc. Mais je dirais que pour celui qui conçoit, il doit imaginer que il y a un point de vue qui compte, un seul, à partir duquel toute sa conception va s'ordonner et prendre sens. Et tant qu'on n'a pas trouvé ce point de vue-là, c'est pas la peine de faire des perspectives. Alors c'est pas si compliqué que ça à trouver. Moi je les trouve très rapidement. J'aide les étudiants parce que je leur demande. Et là, maintenant, je le fais plus parce qu'on perd du temps. Je leur demande, bon, vous me faites une perspective sans leur en dire plus. Ça loupe pas. Ils font jamais la bonne perspective. C'est-à-dire, ils choisissent pas le bon point de vue. Parce que oui, choisir un bon point de vue, c'est d'une part choisir ce qui permet de comprendre l'édifice. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est comment l'édifice réagit dans son milieu. Et donc, si on est au bord de la Seine, si on est à proximité d'une forêt, si on est sur une place, si on est entre deux mitoyens, si on est complètement souterrain, qu'il n'y a rien qui émerge, si on est au-dessus de l'eau, en dessous de l'eau, au bord de l'eau, etc. Il n'y a pas un seul, comment dire, il n'y a pas une seule solution possible. Il y en a des tonnes, mais en ce qui concerne chaque concepteur,
il n'y a qu'un seul point de vue, et qui est le sien, en fait. Et tant que, parce qu'il y a des architectes qui font des projets, ils n'ont pas de point de vue, hein. Il suffit de regarder leur projet pour le comprendre. Et même dans le quartier ici, hein, regardez bien, il y a des bâtiments, je pense qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'ils étaient en train de faire, parce que s'ils avaient compris, il y a des trucs qu'ils n'auraient pas fait, et ils auraient gagné beaucoup d'argent d'ailleurs. Notamment le bâtiment qui est derrière, là, de XTU. Donc je pense qu'ils ont fait vraiment des grosses erreurs de conception. Et qui sont incroyables, parce qu'en même temps, un bâtiment, c'est beaucoup d'argent. Donc si on perd beaucoup d'argent dans des façades inutiles ou ce genre de choses, bon. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. Si, si. Quel donneriez-vous Alors après, sur j'ai le une rapport partie qui est un peu plus sur les personnes qui, on va dire, produisent les images ou qui les utilisent pour la communication. Donc je pense que vous produisez pas vous-même les images. Non. Donc ouais, on peut sauter celle-ci. Est-ce que vous pensez qu'elle est importante dans votre stratégie de communication d'un projet? Bah oui. Oui. Oui, bah oui, bien sûr. Maintenant, moi avant, je pensais qu'on pouvait. Mais d'ailleurs, moi, à mon avis, on peut faire sans parfois. Parce que, oui, ce que je regrette, moi, dans les images de synthèse, c'est que ce qui est regrettable, fortement regrettable, c'est que quand un architecte, maintenant, utilise un logiciel de perspective, il ne sait pas comment se construit la perspective. Et je le dis, même s'il dit ouais, si, je sais, point de vue, etc. Non, il ne sait pas, parce que il ne l'a pas fait. Et donc, parce que dans les images de synthèse qu'on utilise, on utilise des images paramétrées. Les images paramétrées sont paramétrées par le logiciel. Quand vous faites une perspective, vous choisissez le paramétrage de votre image. Et c'est là où c'est beaucoup plus important de le faire soi-même que de le faire en machine, parce que quand, par exemple, la perspective a été inventée, alors, il y a Brunelleschi, il y a Léonard de Vinci, des gens comme ça. Si on prend Brunelleschi, s'il n'avait pas mis au point le procédé, il n'aurait jamais compris que le bâtiment, il se conçoit à partir du point de vue d'où on le regarde. Et donc, notamment, de l'éloignement, de la manière dont se situe ce point de vue dans un espace. Et la célèbre perspective de Brunelleschi à Florence, là, sur une place, où il commence à se demander quel point de vue il va adopter pour représenter cet espace, etc. Et c'est ça qui est extrêmement fondamental. Ou quand Léonard de Vinci, génial comme il est sur tous les sujets, il conçoit que la perspective, c'est une double perspective en fait. C'est la perspective de mon œil vers l'objet, mais c'est aussi la perspective inversée de l'œil de l'objet dans mon œil. Et donc ça amène à concevoir, à inclure ce qu'en général on n'inclut pas dans la perspective, c'est-à-dire celui qui regarde et tout l'espace dans lequel il se trouve. Et c'est ça que moi je regrette dans le fait que les étudiants ne dessinent pas eux-mêmes leur perspective, parce que quand vous dessinez, moi je le sais, parce que quand j'ai dû dessiner la bibliothèque d'Alexandrie, j'en ai bavé, parce que c'était un énorme espace, j'assure, hein, j'ai mis du temps, hein, j'ai mis une semaine à trouver le point de vue. Hein. Et donc, j'ai cherché, j'ai commencé à représenter, etc. Je le connaissais, le point de vue. Hein. Et je cherchais exactement, parce que c'est un immeuble assez complexe, avec plein d'étages, etc. Donc je me disais, mais il faut que je le représente d'où pour qu'on arrive à le comprendre le mieux. J'ai fait plusieurs essais. Il a fallu que je cherche vraiment pour trouver quel était le point de vue. Bon, on sait à peu près où il est le point de vue, mais
après, c'est relatif. Si vous avez un bâtiment qui est à construire au bord de la Seine, de l'autre côté du pont, c'est simple, il suffit que vous vous mettiez sur le pont, puis ça y est, vous l'avez le point de vue. Oui, parce que c'est le point de vue des usagers. Vous n'allez pas vous placer à 500 mètres de haut en regardant un point de vue que seuls auront quelques avions, et encore, même pas. Donc c'est un peu ça la difficulté. Je sais pas, j'essaie de répondre un peu tous azimuts là. L'image de synthèse est-elle importante dans votre stratégie de communication de projet? Comment? Oui, enfin bon, je pense que moi c'était pas des images de synthèse, mais quand j'emploie image de synthèse, je pense perspective, hein, mais en fait, tout est image de synthèse aujourd'hui, y compris les plans et les coupes, etc. Oui, Donc, ah bah oui, et c'est pas une paille, je vous assure. Donc, si on parle que de la perspective, et moi je parle que parce que je crois comprendre que c'est ça dont vous parlez. Oui, ça s'oriente la plus sur perspective, les... hein, c'est pas les plans, etc. Parce pas que du tout. ça va beaucoup plus loin maintenant. Hein, parce que maintenant, ça va même jusqu'au BIM, hein, Oui. la synthèse. À mon avis, moi j'approuve les défenseur du BIM. Hein, j'ai toujours soutenu les personnes qui ont voulu enseigner avec moi avec les images de synthèse. Le premier d'entre eux, ça a été Olivier Selnick, associé avec Pierre Vincent qui enseigne dans notre école, Ah oui. qui sont pour moi les grands pionniers de l'image de synthèse. Vous savez, Pierre Ils ont Vincent. lancé un laboratoire de recherche sur l'informatisation. Mais Pierre Vincent et Olivier Selnick, pour moi, c'est les deux grands pionniers de l'image de synthèse. Ils les ont utilisés quand ils étaient étudiants de Seriani. Ils étaient un peu plus jeunes que moi, donc moi j'étais déjà sorti de l'école quand ils étaient avec Seriani, mais c'est eux qui ont été vraiment les pionniers, enfin auprès des étudiants en tout cas. Et puis Olivier Selnick, moi je l'ai connu dès les premières années où j'ai enseigné. Il a voulu enseigner avec moi. Il m'a expliqué ce qu'il faisait. Moi-même, je n'utilisais pas l'informatique, mais je disais à mes étudiants, contrairement à certains profs qui disaient surtout pas, faites pas d'informatique, faites des maquettes, tout ça. Informatique, c'est trompeur. Et moi, je disais au contraire, non, faites de l'informatique. C'est les nouveaux outils, ça vous donnera des avantages. Bref, faut pas les utiliser n'importe comment, mais il faut les utiliser. Et donc... Justement, peut-être que ça nous amène à la question suivante. Oui. À quoi doit servir l'image de synthèse? Quel type d'outil c'est? Est-ce que c'est un outil projectuel, de représentation? C'est un outil. Ah oui, non, c'est un outil. Bah, c'est tout. Hein. Pour moi, ça peut être un outil de. Ça peut être un outil de recherche, en fait. Oui. C'est-à-dire, le problème de l'image informatique, c'est que c'est tellement sophistiqué que, par exemple, pour trouver une idée, je pense pas que c'est le bon outil. Parce que pour trouver une idée, il suffit d'un crayon et d'une feuille de papier blanc et de mettre 3 traits. Et ça, aucun outil informatique n'aura cette force-là. Donc, une fois cette étape-là passée, parce que ça paraît pas, c'est simplement l'émergence de l'idée. Moi, je ne pense pas que l'image informatique ait fait naître une seule idée. Non, mais ça permet peut-être Voilà. des tests. Elle ne fait pas une seule idée. Elle ne fait pas émerger une seule idée. Bonjour. Je termine, hein, c'est un entretien. Hein. Donc, l'image de synthèse ne fait pas émerger une idée, mais une fois que l'idée est définie, si vous voulez, ah non, il parlait des images derrière moi. Il me désignait, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils me veulent? Donc, mais venez les voir, hein, les images, si vous voulez. Mais non. Oui, venez les voir. Parce que je crois que vous me parlez, donc...
Attendez, on disait quoi? Vous disiez que l'image, elle permet pas de Oui, c'est générer ça. une idée. Alors, ouais, pour avoir une idée, l'image de synthèse ne le permet pas. Mais une fois qu'on a une idée et que on a mis au point cette idée, par exemple, dans la conception d'un projet, il y a la phase qu'on appelle esquisse. Cette phase esquisse, à mon avis, n'a pas du tout besoin d'informatique. Elle peut être faite avec quelques crayons, etc., en réfléchissant, en écrivant, enfin, mais surtout pas en procédant comme ça. Mais une fois qu'on a, disons, l'idée directrice, là, ça peut être intéressant. Et notamment, plus on avance dans le projet, parce que pas dans toutes les étapes du départ. Avant projet sommaire, tout ça, c'est très très difficile parce que il y a des choses essentielles du projet qui peuvent être remises en cause, mais fondamentalement, jusqu'avant l'avant-projet détaillé. Et parce qu'à ce moment-là, l'avant-projet détaillé, là on est on rentre dans la construction réelle, c'est-à-dire on va construire ce bâtiment-là. Donc ça veut dire qu'on fait un avant-projet détaillé, on valide ça, on fait un dossier comment dire, un dossier d'exécution des ouvrages. Puis après on fait le dossier des ouvrages exécutés. Mais d'abord on fait le dossier d'exécution des ouvrages. Et puis c'est-à-dire on peut même dessiner des documents à l'échelle 1, etc. Et là, étant donné que le projet il est quasiment figé, là l'informatique est très très utile parce que si vous êtes sur des projets qui peuvent, certains d'entre eux, il y a des centaines de documents, quoi. Puis il y a toutes les échelles. C'est plus pour représenter dans ce cas-là. Oui, c'est donc utile parce que vous pouvez des parties très très identiques, vous pouvez facilement les dupliquer. Si vous avez des corrections à faire, ça devient assez facile parce que ça n'est plus des corrections massives, forme du bâtiment, tout ça, mais c'est plutôt des petits détails. Enfin, donc dans ces phases-là, oui, là c'est très utile et c'est vrai que ce qu'on appelle le BIM, c'est de ce point de vue-là, de mon point de vue, c'est incontournable qu'on en arrive là parce que ça veut dire que on va rationaliser tout le process qui va du concepteur jusqu'à celui qui exécute les travaux. Et là, on ne peut pas trouver mieux parce que il y a combien de projets qui ont dérivé tout simplement parce que les entreprises, elles prenaient les plans puis elles faisaient autre chose. Oui. Donc, et puis il fallait que l'architecte se batte pour dire mais non, c'est pas, etc. Tandis que là, l'entreprise, elle n'est pas surprise puisqu'elle a tous les dossiers presque en temps réel. Donc elle sait très bien. Donc maintenant, ça permet aux entreprises même d'innover, se dire il y a des techniques, on ne savait pas les utiliser. On interroge l'architecte parce qu'avant, comme on découvrait les plans, puis moi ça m'est arrivé une fois sur un projet, j'avais réalisé j'ai réalisé 2 transformateurs, oui, et EDF. Sur un plan d'un cube éclaté, parce qu'il y avait 2 directions de l'espace, et puis à 2 endroits différents de la même ville, et j'ai fait le même, mais inversé. Et l'entreprise, elle n'a pas compris que j'avais inversé les plans, elle a cru que c'était le même. Et alors, du coup, quand j'ai vu les plans d'exécution, j'ai dit, mais attendez, vous n'avez pas compris, vous avez fait le plan à l'envers. Il me dit, bah non, c'est le même, mais à l'envers. Je dis, non, c'est pas comme ça, c'est justement, ça change tout, parce que bon, c'est un peu compliqué, mais tout le sol, lui, n'était pas à l'envers, oui, il était à l'endroit. Donc c'est assez drôle. Donc voilà, moi je pense que ça, ça rentre vraiment dans la phase finale, c'est très très utile. Dans les phases initiales, par exemple, pour nous, dans les écoles, c'est bien pour dans les phases, disons, de finalité du PFE, je dirais. Donc, mais vous voyez, c'est bien, mais parce que ça permet, parce que les étudiants, ils utilisent tous les images de synthèse, mais des fois, d'ailleurs, ils les utilisent mal. Enfin bon,
c'est pas grave. Mais ceci dit, c'est bien jusqu'à un certain point, parce que normalement, dans ces phases-là d'avant-projet, on va dire, nous, ce que nous faisons ici, ça donne l'apparence de bâtiments construits, si vous voulez, mais ce sont que des avant-projets. Ça donne l'apparence des images construites à cause ou grâce aux images de synthèse. Oui, mais sinon, c'est pas vrai, parce que si on devait prendre le PFE et puis de dire, bon, alors maintenant on le construit, on serait très surpris, parce que... Oui, justement, et maintenant, il y a beaucoup de projets qui sont développés avec les images de synthèse, mais ils ne sont pas amenés à être construits au final. C'est peut-être plus une architecture plus c'est de pas l'image. forcément gênant, c'est pas forcément gênant. En même temps, l'architecture, faire des architectures de l'image, ça peut être aussi intéressant. Oui. Faire des architectures qu'on construira pas tout de suite, c'est aussi intéressant. Aujourd'hui, on est trop, on va construire demain, donc on fait tous à peu près la même chose. C'est ça que je reproche. Il y a des architectes qui fassent vraiment des recherches sur des nouvelles formes de bâtiments. Si, il y en a quand même. Mais il n'y en a pas tant que ça en fait. Alors qu'on est de plus en plus architectes. C'est ça qui est un peu étonnant, quoi. Puis comme maintenant on a une théorie qui fait que on va construire la ville sur la ville et donc on ne démolit plus rien, donc ça veut dire qu'on a des trucs qui sont ni faits ni à faire, on va être obligé de les avoir là jusqu'à la fin des temps. C'est absurde. Donc oui, il y a dans les manières de penser, je crois qu'on se prive de quelque chose qui est beaucoup plus essentiel que tout le reste, c'est la liberté de penser. Ça, je le crois vraiment. Donc voilà. Après, est-ce qu'il y a encore d'autres trucs là-dessus qui... Est-ce que vous pensez que l'image de synthèse, elle a le même impact dans tous les concours? C'est-à-dire si c'est un gros concours avec, comme vous le disiez, des centaines de concurrents, ou si c'est des concours plus restreints avec peut-être des dizaines? Est-ce que l'impact est différent? Oui. Est-ce que... Non, je crois pas. Non, ça peut avoir un impact différent, pas dans les concours de réalisation, quels qu'ils soient, mais peut-être plutôt dans les concours d'idées. C'est-à-dire, les concours d'idées, on les lance souvent quand on travaille sur le projet urbain. Parce que par exemple, on dit, comme ici, par exemple, le quartier dans lequel est construite notre école, c'est le quartier dont l'architecte en chef est Christian de Porzampar. Lui, il a gagné le concours d'idées. Et donc, dans la phase de concours d'idées, je dirais que l'image de synthèse, elle a un rôle tout à fait spécifique de donner à penser que, de laisser croire que ça pourrait être comme ça, ça pourrait ressembler à ça. C'est ce qu'on peut se dire. On sait très bien que ça sera différent, parce que dans le projet urbain, on gagne un projet, et puis après, on fait des projets de réalisation, et puis ça ressemble pas. C'est peut-être l'échelle qui veut ça, de rester dans une idée, une ambiance. Pas seulement l'échelle. Non, c'est pas la question de l'échelle. C'est aussi la question de l'échelle, mais c'est surtout la question que un projet urbain, disons, ne se réalise. Si vous faites le projet urbain, et puis après le projet de réalisation de ce projet urbain, à travers des projets plus spécifiques, il peut y avoir des écarts de 90% de différence. Parce que c'est des architectures différentes, parce que les données sont changées. Le bâtiment, quand Christian de Porzampar a gagné le concours, il n'y avait pas l'arrivée de l'université. Et quand il a réalisé, il a dû tenir compte de l'arrivée de l'université, ce qui a multiplié sa densité par 1,5. C'est-à-dire presque la moitié en plus. Donc il y a des nouveaux Donc ça change tout. Ça change tout. Donc, en effet, ça change les... Et ça tient à la nature des projets. Entre projet urbain et projet de réalisation des édifices. Dans l'urbain.
Est-ce que vous pensez que l'image, elle doit être adaptée, éventuellement travaillée différemment selon le destinataire? Si c'est pour le grand public ou si c'est pour un... Ah oui, certainement, oui. Enfin, oui, certainement. Certainement. Est-ce que les éléments vont être différents? Certainement. Et puis ça dépend les phases. Hein. Alors il y a des... La plupart des gens l'utilisent, les architectes sont les plus malins dans tout ça, parce que ce que je vous racontais tout à l'heure, là, sur le concours où on ne représente pas les voitures sur un parking. Oui. Mais ça dépend aussi si c'est une image pour des promoteurs qui vont vendre le projet. Ah bah oui, non mais ça, les images de promoteurs, c'est des images vendeuses. Hein, c'est pas... moi je déteste en général ces images. Elles sont très révélatrices hein, d'ailleurs. C'est des images, si on considère l'architecture comme un produit, quoi. Ouais, c'est image de promoteur, c'est ça. Hein. Tu vas bien? Ça va, et toi? Oui, ça va. Bonjour. Bon. Du coup, j'ai raté, salut. J'ai raté la présentation du bouquin qui était hier parce que le CA s'est éternisé. Du bouquin de Gilles. Ah, je t'avais envoyé. Ah bah oui, je t'ai envoyé le truc. Ah bah oui. Ah bah oui, non mais j'ai raté aussi. Non, parce qu'il nous a mis en relation avec Gilles Lepezin, qui est un géographe qui a coordonné l'ouvrage, dans lequel j'ai écrit un chapitre grâce à... Voilà. Oui, non, oui. Mais on va monter ce rendez-vous avec le directeur. Ah bah oui, très bien. Oui. Il me semble l'avoir dit, mais comme il était... j'ai pas sûr qu'il a percuté, je crois, mais je crois que c'est le truc à faire quand même. Ouais. Parce que, bon, en même temps, je pense que pour toi, qui diriges un domaine, etc., qui est au CA, je crois que les relations avec Denis Diderot, oui, et puis c'est celles qui sont motrices de notre site, si tu veux. Oui, bien sûr. Donc lui, Gilles, le problème c'est qu'il n'est pas très impliqué dans la pédagogie. Mais je pense que si tu as l'occasion de rentrer dans des réunions, faut demander c'est ça qu'il faut demander, tu demandes à Philippe Bach, d'être plus associé aux démarches avec Denis Diderot. Il y a un laboratoire, mais il faudrait que là tu te rapproches de Didier Larocque, parce qu'il les connaît bien. Et il y a un lieu aussi qui travaille avec eux, c'est avec le Cérilac. Le Cérilac. Le Cérilac. Parce que, à mon avis, il y a vraiment un truc. Quand on a lancé la recherche par le projet qu'on a remis à la commission recherche précédente, si tu veux, qu'elle a été acceptée, le laboratoire avec lequel on travaillait, c'était le Cérilac. C'est plutôt du littéraire. Et en réalité, il faut aussi travailler sur les textes. Bon, nous, on peut travailler sur les livres d'architecture. En plus, puis sur les livres qui ne sont pas forcément directement en architecture, mais qui peuvent être en écologie. Tu vois, donc il y a une manière de se raccorder à eux, et c'est Didier Larocque. Donc, alors, je crois qu'il est un peu je pense pas qu'il s'est présenté aux élections, là. Mais je pense que lui, il les connaît bien tous. Oui, il est plus jeune, hein, c'est pour ça. Moi, je vais bientôt partir. Avec le vieux, on se parle souvent avec Didier. Donc, c'est lui la bonne personne, je pense. Et il y a un responsable du Cérilac qui m'a l'air très bien. Je ne le connais pas, que lui connaît. Il m'a dit, c'est quelqu'un de vraiment bien trapu, si tu veux. Bon. Et en même temps, ils sont ouverts à des relations avec les architectes. Si tu veux. Et comme là, c'est notre école, toi, je pense que c'est un peu le problème de l'autre labo, si tu veux. Tu es à l'UFCO, toi? Non, je suis au CRH. Ah, tu es au CRH? Non, mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Non, mais c'est leur problème, parce que comme c'est à Nanterre, c'est ça un peu le problème. Mais je pense qu'il faut cultiver les liens locaux. Puis après, les laboratoires. Oui. Bon. Tout le monde est là, donc il n'y a pas de problème. On ne chassera personne. Oui, merci. Bon. Est-ce qu'on en était? Oui, alors attendez, on était où? Est-ce que les images ont le même impact dans tous les concours, donc si c'est un concours plus restreint ou avec... Ah non. Non, pardon, on avait sauté celle-là. Donc, est-ce que l'image doit être adaptée et travaillée différemment selon le destinataire? Oui, je pense que oui, parce que
les images, par exemple, grand public, il faut faire très attention parce que, vous voyez, bon, il y a certains sujets, vous voyez bien les réactions de ces temps-ci, bon, mais à un moment donné, il y avait vis-à-vis de l'architecture, il y a eu des phases extrêmement difficiles parce que entre par exemple les écologistes et les architectes, enfin c'est un peu une caricature ce que je dis, parce que bon c'est pas aussi net quoi, mais les écologistes disant ayant tendance à dire les architectes c'est eux qui nous bétonnent, etc. Nous, on a plus besoin de nature, etc. Et il y avait de tels conflits que quand il y a eu la consultation du Grand Paris, par exemple, il y a des images qui ont effrayé les écologistes, même les images qui se voulaient les plus écologistes possibles, et qui étaient d'ailleurs des aberrantes quelque part. Celle de Roland Castro où on voyait une forêt vierge sur les immeubles, Oui. alors qu'on sait très bien que à Paris c'est pas possible et c'est même pas souhaitable. Donc il faut manier les images de synthèse avec avec le sens de la mesure, je dirais. Il faut avoir le sens de la mesure. Et de bien comprendre qu'il faut dire l'essentiel, ne pas se perdre dans un certain nombre d'aspects inutiles, et puis, et d'ailleurs, en faisant des images de synthèse, il faut vraiment qu'on arrive à rendre une image réelle de ce que ce sera après. Et il y a une ville qui, pour moi, de ce point de vue-là, m'a particulièrement intéressé, qui est la ville de Rennes, parce que les élus qui étaient... il y avait... c'était Jean-Yves Chapuis qui enseignait dans notre école. Oui, je l'ai contacté. Mais c'est surtout grâce à lui. Et puis le maire de Rennes, ils étaient tout à fait conscients du fait que on va réaliser des immeubles pour les gens. Il va falloir construire des immeubles pas trop grands, etc. Il va falloir qu'il y ait une répartition entre 50% de minéral, 50% de végétal, etc. Et ils l'ont réalisé réellement. C'est pas comme certaines images de promoteurs, où on vous propose un super lotissement, etc., dans un super paysage, et puis après, quand vous voyez ce que c'est, on se demande où est passé le paysage. Donc, c'est des images... ça a été plaqué sans être réfléchi. C'est des images trompeuses. Donc l'image peut être trompeuse, surtout quand elle est de synthèse, puisqu'elle paraît réelle. Donc c'est ça un peu le problème. Moi, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Les autres, c'est un petit peu plus pour les personnes qui produisent les images. Oui. Sur les codes d'une image réussie, qu'est-ce qu'il y a en général comme élément. Ça, faut demander, toi, vous voyez, dans l'école, il faut demander d'une part à quelqu'un comme Pierre Vincent, à mon avis, parce que lui, il a vraiment... C'est vrai que je vais peut-être aller le voir, parce que j'ai contacté des personnes. Lui, il connaît bien le sujet à fond. En plus, lui, il l'a utilisé dans le cadre de son enseignement, d'une part. Mais c'est intéressant parce que c'était mon enseignant en première année, quand on apprenait à dessiner des perspectives. Et donc, c'est un promoteur. Sachez que c'est quand même un des grands pionniers de l'informatique en architecture. Lui et son comparse et associé, Olivier Selnick. Ils sont... Olivier Selnick, c'est lui qui a monté la HMO dans notre école. Il a enseigné avec moi depuis longtemps, y compris ici. Il faisait partie du groupe Masséna. Peut-être pas du temps où vous y étiez, mais avant. Mais avant, il était là. C'était lui qui s'occupait de toute l'informatique du groupe Masséna. Bon, et puis après, il y a Pierre Vincent qui a été titularisé ici. Aussi Olivier Selnick, il fait bien autre chose. Il est très impliqué dans le BIM. Donc, eux, c'est des personnes importantes. Je pense que Olivier Boué aussi, c'est quelqu'un de... Parce que l'intérêt d'Olivier Boué, c'est qu'il est responsable d'un laboratoire
du grand laboratoire qui reste de tous les laboratoires qui ont été fondés sur l'informatique. Ouais. Il y avait André Delle avant, il y avait Alain Constant avant. Donc l'EFCO, c'est Alain Constant qui l'a créé à Val-de-Marne. Et donc Olivier Boué a connu toute l'histoire de ce laboratoire depuis l'origine pratiquement. Donc lui, c'est une personne très importante dans votre. Je pense qu'il faut que vous arriviez à l'interroger. Vous pouvez lui dire que vous venez de ma part. Hein. Oui, du coup, je vais les contacter parce que j'ai pas encore eu de réponse de Monsieur Jean Masse et de Monsieur Angèle. J'espérais, mais bon. Ah oui. Ils doivent être occupés, je pense. Pierre Angèle, vous pourriez